Les vieux comme moi, c'est dur la technologie. Ça va. On se retrouve un peu seul, loin de son cocon familial, loin de ma maman à l'époque. Et puis, le rôle d'un entraîneur, c'est la même chose. C'est comme un père. Parfois, il faut être dur et parfois, il faut savoir utiliser les mots pour relancer le moral. Imaginez tout un stade qui est derrière, qui est contre vous. Il faut une capacité de caractère énorme. Donc, il faut au moins lui reconnaître ça et j'espère que Rudy réussira dans son challenge à l'Olympique Lyonnais. Tu pouvais te présenter qui tu es, ton parcours un petit peu, ton palmarès. Hervé Renard, je suis né en 1968 déjà. J'ai démarré le football à Aix-les-Bains. J'en suis parti en 1983 pour le centre de formation de la SCAN. J'ai signé un contrat professionnel, mais j'ai très peu joué puisque j'ai fait que 2 matchs avec l'équipe professionnelle à l'époque. Voilà, et je me suis dit, après une carrière honnête en national à Valoris surtout, j'ai fini à Draguignan et puis je me suis dit, il faut que je réalise mes rêves à travers ma carrière d'entraîneur. Ça m'a mené par démarrer une carrière au niveau amateur en CFA2, c'était la Nationale 3, c'était à Draguignan, on avait réussi à monter en Nationale 2 où il y avait la réserve de l'Olympique Lyonnais, de la S Saint-Étienne notamment. Tout ça pour vous dire que je suis parti en Chine comme adjoint de Claude Leroy et c'est lui qui a changé mon destin, on va dire. Lui a changé ma vie et m'a fait venir un jour sur le continent africain. Le palmarès, je vous laisserai le soin de le dire. J'aime pas trop parler de ça. Pas de Ouais, souci, donc on c'est quand comprend. même 2 CAN, une participation à la Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. Oui, c'est un rêve. Déjà, participer à une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, dans le milieu du journalisme français, je vais être un peu méchant, on s'en souvient pas trop, mais on n'était que 2 entraîneurs français à la Coupe du Monde. Le vainqueur, Didier Deschamps, et puis, et puis moi. Mais l'important, c'est d'avoir vécu ce rêve avec des ambiances fabuleuses, notamment un match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, avec 40 000 Marocains dans le stade. C'était quelque chose de magique. On a eu la chance aussi de mener 2-1 jusqu'à dans les arrêts de jeu contre l'Espagne. Et puis après, il s'est passé des choses qui se passent au football de haut niveau. Un corner qui n'est pas tiré du bon côté et puis ils égalisent. Voilà, ça aurait été une victoire mémorable. Mais voilà, c'était un moment exceptionnel. Et puis les 2 CAN, ça c'est quelque chose de… Un titre continental, c'est… Voilà, c'est des émotions qu'on peut même pas traduire tellement. C'est énorme. Surtout sur le continent africain, c'est encore décuplé parce que sur le continent africain, lorsqu'il y a un match international, la vie s'arrête complètement. Mais attention, il ne faut pas se manquer parce qu'il y a beaucoup de pression. Est-ce que vous pouvez nous raconter, mais justement, vos premiers moments dans le foot? Mes premiers moments dans le football, c'est en tant que joueur. Le jour où je suis arrivé pour signer ma première licence, grâce à un copain qui était dans mon école, était Jean-Marc Traversa, qui a dit viens au football. Voilà, et ma maman, je me rappelle, elle m'a amené sur sa mobilette. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle m'a déposé devant le stade de l'hippodrome. Voilà, j'ai signé ma première licence, j'avais 7 ans, je crois. Enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr. Et puis voilà, je suis resté jusqu'en 1983 à Aix-les-Bains. Et je me rappelle, il y a des équipes prestigieuses, notamment les Girondins de Bordeaux, qui venaient chaque année se préparer à Aix-les-Bains. Et j'étais là, je ramassais les ballons. C'était du temps d'Aimé Jacquet, l'entraîneur, bien sûr, avec Jean Tigana, René Girard, Dropsy, j'en passe, c'est des meilleurs, Alain Giresse. Voilà, donc pour moi, c'était une enfance au niveau du football remarquable. Dès qu'on avait un moment, on jouait au football. On a fait des parties de foot mémorables dans le jardin d'Édouard.
à Chantemerle, là-haut, avec un but. On fait comme si on jouait à la Coupe d'Europe. C'était la Champions League pour nous et pourtant on n'était que deux. Mais c'était des moments exceptionnels, je m'en rappelle encore. Et du coup, qu'est-ce qui a changé de ce passage entre Aix-les-Bains et l'AS Cannes? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Quand on arrive dans un club professionnel, on est un peu, surtout à 15 ans, on se retrouve un peu seul, loin de son cocon familial, loin de ma maman à l'époque. Et puis, eh ben, il faut avoir la force de caractère de se débrouiller tout seul. Il y a des moments où on est un peu moins performant, des moments où on est blessé. Et quand il n'y a pas la famille autour, c'est un petit peu plus difficile. Mais j'ai été bien entouré à la SCAN avec des entraîneurs comme Jean Fernandez, Guy Lacombe notamment, qui ont été pour moi une source d'inspiration pour ma carrière d'entraîneur. Ces deux-là, ça a été quelque chose de fabuleux pour moi de les avoir comme entraîneur. Et est-ce que vous allez encore sur les terrains amateurs, justement? Oui, oui, je regarde même tous les classements. Il y a une sanction qui est tombée en France puisque tous les championnats amateurs ont été arrêtés. Et j'ai regardé tous les classements à cette date pour voir qui allait accéder à la division supérieure, qui allait être relégué. Voilà, oui, je suis parce que moi, je viens, même si j'ai fait 7 ans à la SCAN dans un milieu professionnel, ensuite j'ai replongé dans le football amateur et je sais les difficultés qu'il y a dans le football amateur, mais aussi les choses exceptionnelles qu'on peut vivre même au niveau amateur. Parce qu'il y a des aventures humaines, il y a des parcours en Coupe de France pour les clubs amateurs ou même des compétitions de jeunes. On se rappelle les tournois qu'on a eu fait, tout ça, c'est quelque chose. C'est des souvenirs qui ne s'effacent jamais. C'est fabuleux. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes éducateurs amateurs à Aix-les-Bains ou un peu après professionnels? À Aix-les-Bains, l'un de mes premiers entraîneurs, ça a été Bernard Lhomme, qui, après sa carrière professionnelle, a atterri à Aix-les-Bains. Ça a été un de mes premiers entraîneurs. C'est quelqu'un qui était dur, qui était assez exigeant, même avec les jeunes, mais ça apporte toujours quelque chose. Hein. Il avait cette figure qui venait du monde professionnel, et je m'en rappelle encore, donc ça prouve qu'il avait un certain charisme. Si je suis parti d'Aix-les-Bains, j'avais un joueur de mon équipe qui s'appelait Xavier Gras, qui devait aller faire un stage à la SCAN. Et puis, j'ai mes deux entraîneurs qui sont Bernard Chevalier de l'époque et Léa Guillot, qui en parlaient à la SCAN. Et moi, j'ai fait partie du voyage. Et puis, j'ai été retenu. Voilà, c'est grâce à eux aussi. Ils m'ont amené avec leur voiture personnelle. Ils ont payé les frais pour y aller. C'est des choses qui, dans le milieu amateur, paraissent peu importantes vu du monde professionnel, mais ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, mais c'était fait avec tellement d'amour que je leur dois aussi énormément. Pourquoi êtes-vous entraîneur? Ouais, je pense que j'ai toujours été un leader. Voilà, j'ai toujours été capitaine là où je suis passé, même avec les bains, même chez les plus jeunes, jusqu'à j'arrête de jouer, j'avais 30 ans, je crois, j'ai pratiquement toujours été capitaine. Donc voilà, c'était certainement moi. Et puis après, j'ai eu des gens qui ont développé notamment, je me disais, dans le milieu amateur, mais surtout Jean Fernandez et Guy Lacombe qui m'ont donné encore plus envie de devenir entraîneur à haut niveau. Maintenant, le parcours est long. Hein. Quand on démarre une carrière amateur en National 3, pour arriver au niveau international, il y a des moments où on est dans l'oubli total, il y a des moments où on est sans emploi. Je l'ai été pendant 6 mois, parfois 7, 8 mois. C'est difficile. On regarde son téléphone, le téléphone ne sonne pas toujours. On a l'impression que quand il sonne, c'est une proposition, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est un métier, c'est une vocation, comme vous disiez, une passion, mais c'est très difficile. Il y a plein de bons entraîneurs qui sont sans emploi. C'est dû aussi à la grosse concurrence et au peu d'élus qu'il y a dans ce milieu.
Et donc, quand on démarre dans ce métier, il faut avoir un caractère très solide et puis ne jamais renoncer. En tant que joueur, c'est important de jamais renoncer, mais c'est encore plus vrai en tant qu'entraîneur. Et quel type d'entraîneur tu pourrais dire que tu es? Moi, je suis quelqu'un d'affectif. Alors, avec les joueurs, j'ai besoin d'un retour. Je suis pas quelqu'un qui n'a pas besoin de l'amour de ses joueurs. J'aime bien qu'on vive quelque chose en commun. Je suis pas un général. Voilà, j'ai besoin d'être autoritaire, j'ai besoin de discipline dans un groupe, mais j'aime quand on est franc, quand un joueur est capable de me dire son avis. Je pense que l'échange, c'est très important. Aujourd'hui, on est avec des joueurs dans cette nouvelle génération. Il ne faut pas les prendre pour des militaires. Ils demandent autre chose. Ils demandent plus de respect, comme ils disent. Ils demandent plus de dialogue et qu'on leur explique les choses. Donc, il faut être un peu plus pédagogue. Avec les journalistes, je suis peut-être un peu trop affectif, un peu trop émotif. Ouais. Donc, on est marqué parfois par des critiques, mais quand on réfléchit bien, même les plus grands entraîneurs sont critiqués, même les très très grands, donc il faut l'accepter. Parfois, ça fait mal, et un journaliste donne son avis sans vous connaître spécialement parfois, donc il n'est pas là pour faire de cadeaux. Je comprends tout à fait, mais ça fait très mal quand on reçoit ces critiques. Je prends par exemple, et je vais vous donner un exemple, quand je vois Rudy Garcia arriver à l'Olympique Lyonnais et que les supporters s'entraînent pour diverses raisons, peut-être pour des déclarations qui ont été faites avant, ça c'est un vaste débat, mais je pense que il a fallu être très très solide et imaginer tout un stade qui est derrière, qui est contre vous. Il faut une capacité de caractère énorme. Donc, il faut au moins lui reconnaître ça et j'espère que Rudy réussira dans son challenge à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a su être très fort et il y aura certainement des jours meilleurs. Il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui a été champion de France avec Lille, qui est parti en Italie, qui a été vice-champion d'Italie. Donc, ce n'est pas le petit perlimpinpin du coin qui est venu entraîner l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un de respectable et c'est un très bon entraîneur. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques pour être un très bon coach et justement ne pas rester qu'un bon coach? Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut être beaucoup plus ouvert. Il faut savoir bien s'entourer parce qu'aujourd'hui, on a des staffs qui sont beaucoup plus importants et également de nouvelles technologies qui font que peut-être que vous-même, vous n'êtes pas capable de les comprendre ou de les exploiter au mieux. Donc, il faut s'entourer avec des personnes qui sont capables de le faire. Et c'est tout cet amalgame qui fera que un projet réussira ou pas. Donc, aujourd'hui, oui, c'est plus une équipe, c'est plus un staff avec bien sûr un chef à sa tête, mais on n'est plus comme en 1980, 75 où le coach arrivait tout seul pratiquement et faisait tout, la préparation physique, les entraînements, le discours avec les joueurs. D'ailleurs, à cette époque, il y en avait un petit peu moins, mais aujourd'hui, il faut aller chercher le maximum des joueurs avec tous ce qu'on a à notre disposition, comme je l'ai dit, outils pédagogiques, les outils technologiques, tout ça font que… Je vous prends un exemple. Au niveau de la nutrition, quand vous allez dans un club qui est le club qui a gagné la Champions League, la nutrition ne sera pas la même pour les défenseurs que pour les attaquants, que pour les milieux de terrain. Donc, on est arrivé à un tel point et ce n'est pas fini. Mais on va vers ce futur, c'est-à-dire avec des staffs encore plus pléthoriques. Ça, c'est l'avenir du football, j'en suis persuadé. Comment garder confiance quand ça va moins bien? Comment donner la confiance aux joueurs? Justement, il faut un échange et puis la confiance, on la récupère avec les autres aussi. C'est-à-dire à travers des mots, à travers un soutien. Parfois, il faut peu de choses
on n'est pas bien un jour, je prends un individu normal, un adolescent comme vous ou un jeune homme comme vous, un petit coup de fil de son père avec quelques mots rafraîchissants qui donnent un peu de peps et puis voilà, ça repart. Le rôle d'un entraîneur, c'est la même chose, c'est comme un père. Parfois, il faut être dur et parfois, il faut savoir utiliser les mots pour relancer le moral. Parce que quand on revient à l'entraînement avec une défaite cuisante, c'est difficile de repartir. Et là, si on met encore un coup supplémentaire sur la tête des joueurs, ça peut devenir encore plus difficile. Donc, il faut, même si parfois on ne le pense pas vraiment, appuyer sur des boutons qui sont plus psychologiques que vraiment ce qu'on pense soi-même. Parce qu'en tant qu'entraîneur, on est aussi affecté par les défaites. Donc, il faut un engouement commun, un esprit commun. Il faut que collectivement, on soit fort. Et on peut y arriver que comme ça, quand on est fort collectivement. Tout seul, on ne peut rien faire de toute façon, dans le football notamment et dans beaucoup d'autres choses. Et donc, vous avez connu la sélection et les clubs. Comment on gère cette transition entre être sélectionneur et être coach à la tête d'un groupe et d'avoir des matchs déjà beaucoup plus régulièrement? Oui, avant de devenir sélectionneur adjoint, puisque j'ai été mon premier job d'entraîneur adjoint, j'ai été adjoint sélectionneur de l'équipe du Canard. Et on gère cette chose en s'adaptant toujours. Quand on est entraîneur, il faut qu'il y ait une capacité d'adaptation. Quand on est là tous les jours, c'est pas toujours facile d'être entraîneur au quotidien. Et inversement, quand on est sélectionneur, on pense que c'est plus facile parce qu'on se voit moins souvent. Mais quand on se quitte après une défaite, il se passe des mois et la défaite, elle reste constamment dans la tête et il faut attendre le prochain stage pour qu'on efface ça ou pas. Mais donc, c'est parfois pas facile. Mais ça permet, par contre, sélectionneur de se régénérer un petit peu plus, surtout mentalement. Un entraîneur au quotidien, il est parfois, moi j'appelle ça une machine à laver. Ça tourne, ça s'arrête jamais et à un moment donné, on explose. Et c'est là où ceux qui réussissent le mieux sont le plus forts. C'est parfois savoir se dégager un petit peu pour extérioriser un peu la pression et être le plus performant possible. Donc maintenant, on va revenir un peu sur des épisodes de ta carrière de coach. Si on parle de Sochaux et on se souvient de cette année et surtout cette fin d'année avec le maintien, comment tu as géré avec le groupe et aussi la pression tout en dehors? Comment tu as géré cette pression avec les supporters, la presse, cette bataille un peu avec Evian et le coach? Ouais, c'était une période, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce passage à Sochaux, c'est certainement l'un des plus beaux moments de ma carrière. C'est paradoxal, mais par contre, ce qui a manqué, c'est que quand je suis arrivé fin du octobre, pendant les mois de novembre et décembre, on a dû faire, je ne sais pas, statistiquement 8-9 matchs. Et là, on n'avait pas une équipe pour se maintenir en Ligue 1. Par contre, quand on a recruté au Mercato 5 joueurs qui n'étaient pas des joueurs très très connus, mais c'est ces joueurs qui ont apporté ce plus. Et sur la phase retour, on a fini 5e de cette phase retour. Et je me rappelle, au départ de cette phase retour, au début du mois de janvier, quand on reprend, on a 9 points de retard sur Evian. Et on arrive à la dernière journée avec un seul point de retard sur Evian. Et c'était un fil rouge. Ce n'était pas destiné à Evian, ce n'était pas destiné contre ce club, ce n'était pas destiné contre ce coach. C'est simplement que quand on est entraîneur, il faut trouver des arguments pour convaincre les joueurs. Ce que j'ai choisi à l'époque, c'était on a 9 points de retard sur Evian. Maintenant, on va effacer le classement de la phase aller et je vais afficher dans le couloir que le classement de la phase retour. Et donc, ça faisait que dans ce classement de la phase retour, on était dans les 4-5e sans arrêt. Donc, ça donnait un plus. Et puis, on était dans une dynamique, et je peux le dire parce que aujourd'hui, il y a prescription, c'est 7 ans après. Sincèrement, dans la dynamique dans laquelle on était,
Je crois qu'on a marqué, on a fini avec 42 points parce qu'on a été relégué avec 42 points hein, quand même. Il y en a, ils sont relégués avec beaucoup moins de points. Et, et bien sûr, on parlait des journalistes. Ah oui, c'est un échec. Oui, c'est un échec, mais ils ne vont pas plus loin. Ils vont pas plus loin. Hervé Renard, il a échoué à Sochaux et puis il a échoué à Lille. Ah oui, oui, oui si vous voulez. Oui, vous voulez que je fasse quoi? Que je me batte toute ma vie en expliquant qu'on a fini 5e de la phase retour, qu'on a marqué, puisque je suis arrivé, on avait 8 points. Donc, vous faites 42 moins 8, vous allez faire le calcul de vous-même. Vous voyez ce qu'on a marqué comme point. Donc, on a fait un superbe parcours avec Jordan Ayew qui ne jouait pas à Marseille. Si je vous dis Sinkala et Sonzu, les Zambiens, il n'y a personne qui les connaît en France et qui s'en rappelle. Hein, avec Florian Marange, avec Pelé, Johan Pelé, qui n'avait pas joué depuis 3 ans et demi au football de haut niveau et qui se remet dans l'équipe et on a fait un parcours exceptionnel. Et c'était une aventure exceptionnelle jusqu'à ce dernier match où l'engouement était… Je me rappelle, c'était à Sochaux. Je pense que s'il y a eu des paris, mais je pense que tout le monde pensait qu'on allait se maintenir. Et nous, peut-être qu'on était trop sûr. Peut-être que moi aussi, j'étais trop sûr de ce maintien. Et on s'est fait surprendre sur un contre. On a un corner pour nous, premier but d'Evian, et c'est un contre. Voilà. Et là, on se fait surprendre et on ne négocie pas bien ce match. On est mené 2-0 juste avant la mi-temps. Jordan Ayew a une occasion, il frappe sur le poteau. Voilà, c'était un jour, voilà, c'était le destin. Et bravo à Pascal Duprat qui a réussi à maintenir Evian Tonon Gaillard. La seule chose que j'aurais aimé, c'est débuter cette saison avec les 8 matchs supplémentaires. Et puis surtout en faisant un recrutement différent au début de la saison. Et c'est ce qui a manqué. Voilà. Mais j'ai été un petit peu long parce que c'est un épisode de ma carrière qui restera. Et mon souhait le plus cher aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est pas pour moi, mais j'aimerais tellement que Sochaux remonte en Ligue 1. Et ce jour-là, je pense que ça sera une délivrance pour moi. Donc je leur souhaite vraiment de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Mais justement, une petite question par rapport à ça, par rapport à cet épisode de Sochaux. Ça, c'est très, très, très similaire au maintien historique de Toulouse avec Pascal Duprat, justement. Vous avez parlé de beaucoup des émotions, du rapport à la presse, où tout le monde les enterrait un peu comme vous. Et est-ce que vous pensez que vous vous retrouvez dans ce maintien historique de Toulouse? Oui, oui, bien sûr. Et ça a été, d'ailleurs, ça a été un exploit. Ils sont revenus de tellement loin aussi. Mais nous, on avait notre destin entre nos mains. C'est-à-dire que si on gagnait ce dernier match, on se maintenait. Match nul, on ne se maintenait pas. Et si on le gagnait, donc je n'ai pas réussi à aller au bout de cette expérience. Et c'est vraiment, je pense que c'est le plus gros regret de ma carrière parce que, et contrairement à ce que vous pouvez penser, les journalistes y croyaient beaucoup parce que dans les 2 derniers mois, c'était même, je pense que ça a même, irrité certains parce qu'on parlait trop de nous, quoi, et de moi certainement. Donc ça a irrité certains en France parce qu'en France, il y a beaucoup de jalousie aussi. Je ne suis pas là pour régler des comptes, hein, je suis là pour donner mon avis. Et moi, je ne suis jamais de langue de bois. Et est-ce qu'il y a un regret dans cette saison, un épisode où tu te dis, ah, là, on aurait pu prendre ce point qui nous a manqué? Oui, mais c'est toujours facile de retrouver ça dans une saison. Mais contre Bastia à domicile, la balle, Bastia, et je crois qu'on fait match nul. Ils égalisent alors que la balle est sortie en touche et puis ils continuent à jouer. Et puis voilà, bon, c'est fou, c'est comme ça. On se rappelle toujours de ce qui est en notre défaveur. Peut-être qu'il y a un autre élément dans la saison qui a été en notre faveur et je ne m'en rappelle plus parce qu'il a été en notre faveur. Donc c'est un peu trop facile de revenir en arrière comme ça. Et donc là, on va passer du maintien en Ligue 1 à la Coupe du Monde. Donc, première participation, quelle saveur déjà ça d'y participer, surtout avec un pays, comme vous l'avez dit, où tout le peuple est derrière, il y a une vraie ferveur. Et quand vous avez su votre poule, justement, comment vous avez préparé? On sait qu'il y a, comme vous l'avez dit, l'Espagne, Portugal, des grosses équipes. Est-ce que votre préparation est différente ou vous avez toujours les mêmes mots à vos joueurs? On sait que la tâche va être très très difficile. Et par contre, on a une chance fantastique d'y participer. Ça faisait 20 ans que le Maroc ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, c'était déjà
un aboutissement, on ne va pas dire un aboutissement, mais c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Après, quand on voit la poule, on se dit oui, ça va être très difficile. Mais on a fait une superbe Coupe du Monde, pas au niveau des résultats, mais au niveau des prestations. Et puis, on a rendu surtout fier tout un peuple. Donc, y avoir participé, on a envie de retourner. Tu as quand même entraîné dans trois continents différents, l'Europe, l'Afrique et maintenant le Moyen-Orient, presque l'Asie. Qu'est-ce qui est le plus différent en termes de football, d'ambiance, tout autour du football? L'ambiance, je dirais que en Europe, elle est, à part l'Angleterre et l'Italie, où les supporters se définissent vraiment des supporters de club pour une vie. En Angleterre, j'ai fait un petit passage en Angleterre à Cambridge United. Même si c'est une équipe de 3e division, les supporters restent supporters de Cambridge United à vie. Voilà, c'est ce qui manque, cette passion, c'est ce qui manque un peu en France. Mais c'est une opinion, hein, c'est une opinion, pardon. Après, chacun. Mais on va être supporter de Paris parce qu'aujourd'hui, Paris a une très grande équipe. Voilà. Moi, je vais vous le dire sincèrement, j'ai toujours été supporter de l'AS Saint-Étienne et ça fera plaisir ou ça fera pas plaisir, mais je suis toujours supporter de l'AS Saint-Étienne. Ça ne m'empêche pas d'aimer l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, sincèrement, hein, mais Saint-Étienne, parce que ça a bercé mon enfance, c'est comme ça. Je ne vais pas l'enlever parce qu'aujourd'hui, il y a des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est le cœur qui parle. En Afrique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la passion. Alors en Afrique du Nord, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est pire, c'est dans les deux sens. C'est la passion à outrance quand ça fonctionne bien. Et par contre, c'est très dangereux quand ça ne fonctionne pas bien, parce que là, ils sont capables de vous chasser illico presto. En Afrique, c'est les couleurs, c'est le football, c'est tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez mettre des supporters de deux nations différentes dans les tribunes et ils ne vont jamais se taper sous deux. Enfin, ils dansent, ils chantent, il y a des couleurs, c'est l'Afrique, quoi. Pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, c'est quelque chose de… C'est différent. Voilà, moi, je suis arrivé au Ghana, c'était en 2007. Je me rappelle quand en 2008, le Ghana organise la Coupe d'Afrique. Le premier match, quand on se dirige vers le stade à Accra, j'étais adjoint, hein, les gens, je crois que le bus avait du mal à se frayer un passage. C'était le premier match du premier tour. Hein. Ce n'était pas la demi-finale. Comme on a joué la demi-finale, on a perdu cette demi-finale contre le Cameroun de Samuel Eto'o. Mais là, c'était… Et les victoires, le jour d'après, quand on est revenu en Zambie, quand on est revenu en Côte d'Ivoire, alors là, il y a eu les Bleus sur les Champs-Élysées, tout ça, oui, c'est fabuleux. Mais en Afrique, c'est autre chose. Il y a plus de couleurs, il y a plus de… Tout le monde danse, il y a plus de… Voilà, mais ça, c'est peut-être mon côté africain qui parle. Et puis, dans le Middle East ou l'Asie, puisque maintenant c'est l'Asie, paradoxalement, très peu de gens le savent, mais l'Arabie Saoudite est un pays où il y a une passion exceptionnelle pour le football. Quand je suis arrivé au mois d'août, j'ai même un lien vidéo, hein, il y avait 60 000 personnes pour un derby entre Al Ittihad Jeddah et Al Ahly Jeddah. Voilà, dans un stade fabuleux. Et les supporters de Al Hilal, de Al Nasser, c'est de la folie. Hein. Voilà, il y a une pression assez importante. C'est la même chose au Japon. Hein. Ils adorent le foot. En Corée du Sud, le football, c'est quelque chose de passionnel. En Iran, alors, après, quand on regarde un match au Qatar, par exemple, il y a peu de spectateurs. Oui, mais il ne faut pas se focaliser sur les exemples qui ne sont pas les meilleurs. Il faut se focaliser sur les meilleurs exemples. Et je sais que l'engouement au niveau même de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite, c'est quelque chose d'important si, bien sûr, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là où on réussit à faire vibrer les gens, ou alors quand on va très loin dans une Coupe d'Asie. Voilà.
Dernier exemple, au mois de décembre, on a fait la Coupe du Golfe. On était au Qatar et on a joué dans un des stades qui, normalement, abritera la Coupe du Monde 2022. Il y avait 60 000 spectateurs et on a battu le Qatar 1-0. Le Qatar qui est quand même champion d'Asie. Ah, mais c'était un grand match de foot. C'était une ambiance exceptionnelle. Ce n'était pas le match de National 2 entre, je ne vais pas citer de nom, mais dans l'arrière-pays où il y a 100 spectateurs. Voilà, donc il y a de la passion partout pour le foot. Le foot, c'est un vecteur, c'est un sport fabuleux qui irrite certains parce qu'il y a tellement de passion, il y a tellement d'argent, il y a tellement de choses que il y en a qui n'en peuvent plus du football, mais nous, on a la chance d'être dedans. Il faut aussi en être fier, même si tout n'est pas bien dans ce qui se fait dans le football. Mais on a la chance de traverser le temps en vivant notre passion. C'est quelque chose de remarquable. Mais si on parle du terrain purement, comment on voit le jeu Est-ce que vous voyez une grosse différence de vision du jeu entre chaque continent? On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, le continent européen, globalement, si on veut, c'est le continent où il y a les meilleures équipes. Après, le continent l'Amérique du Sud, oui, quand vous avez la Copa América, c'est aussi un niveau assez élevé. Mais l'Europe, aujourd'hui, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, toutes ces grandes équipes de foot, bien sûr, c'est là où il y a le meilleur niveau. Au niveau des clubs, la Champions League, ça n'a pas d'égal dans le monde. Même si la Copa Libertadores, elle a quelque chose de fabuleux pour l'ambiance, mais le niveau des équipes, je pense qu'en Europe, c'est le summum. Quand on est en finale de la Champions League, Liverpool, Barça, le Real, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, toutes ces grandes équipes, c'est un niveau exceptionnel. Et après, moi, j'arrive en Asie. Bon, j'avais fait un passage, mais dans un club. Aujourd'hui, le niveau n'est pas au niveau de l'Europe, bien sûr, mais il y a de très bonnes équipes. À la dernière Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite a battu l'Égypte 1-0. Avait raté son match d'ouverture au niveau du score contre la Russie. C'était le pays organisateur, mais avait fait une belle prestation. Voilà, c'est une équipe qui joue très bien au football avec beaucoup de technique. Après, il va peut-être parfois manquer la puissance d'un Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y en a qu'un, certainement. Et on sait que tu es vraiment en amour avec l'Afrique, les différents passages. Et pourquoi autant d'engouement avec ce continent? Parce que tout ce que j'ai attendu, on me l'a donné en retour. C'est aussi ça. C'est un échange. Moi, j'ai donné ma spontanéité, j'ai donné ma passion, j'ai donné l'être que je suis, c'est-à-dire entier. Je ne peux pas dire oui, peut-être, non. Moi, c'est oui ou merde. Voilà, c'est oui ou non. Il n'y a pas de milieu, juste milieu de la diplomatie. Oui, il en faut, bien sûr. Mais à un moment donné, je préfère dire merde à quelqu'un plutôt que de baratiner. Voilà. Donc, j'essaye d'être un homme droit et je pense que le continent africain observe, juge, mais quand il s'aperçoit que vous êtes quelqu'un de vrai et de sincère, il vous aime encore plus. Donc voilà pourquoi c'est certainement le continent où j'ai trouvé, avec aussi des défauts sur ce continent. Il y en a, mais on n'est pas là pour en parler. Mais quand on recense le plus de côtés positifs, c'est là où je me sens mieux. Ouais. C'est par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Donc j'espère vivre les mêmes choses en Asie maintenant. Et puis au niveau européen, malheureusement, je ne sais pas si un jour, ou heureusement, je ne sais pas si un jour j'y reviendrai, puisqu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais il faut laisser faire son destin. Et puis, même si ma carrière s'arrêtait aujourd'hui, sincèrement, j'en veux plus, mais je serais satisfait parce que j'ai traversé National 3, National 2, National, Ligue 1. Je suis passé par toutes les étapes et on ne m'a rien donné. Je suis toujours allé le chercher.
Ces derniers mots, ils font une transition parfaite avec la question suivante, justement. Est-ce que quand vous avez commencé d'être entraîneur, est-ce que vous aviez un rêve, un but final? Et est-ce que à travers toutes ces expériences, vous l'avez réalisé? Oui, moi, mon rêve, c'était d'entraîner en Ligue 1. Mais j'ai jamais pensé une seule seconde que j'allais aller en Afrique. Je pouvais pas le penser. Il y avait rien qui pouvait me faire penser à ça. Ça a été une rencontre. La rencontre de Claude Leroy, qui sans lui, j'aurais jamais jamais mis un pied en Afrique, je pense. Voilà. Et à un moment donné, quand j'étais adjoint Ghana, on m'a fait confiance en Zambie, mais c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a eu des mots et il a su convaincre la personne qui s'intéressait à moi qu'il fallait réellement me prendre. Voilà. Mais à un moment donné, si on n'a pas ce petit coup de pouce, c'est difficile. Moi, j'ai horreur des gens qui pensent qu'il faut tout d'eux-mêmes. À ceux qui se prennent un peu. J'ai une expression un peu bien à moi. Je dis il faut arrêter de se regarder le nombril là, tout le temps. Quoi. On obtient des choses, mais on ne les obtient pas toujours tout seul. Il faut savoir reconnaître ceux qui nous ont aidés. Il y a eu beaucoup de gens sur ma route qui m'ont beaucoup apporté, donc je ne les oublierai jamais. Et maintenant, quel est ton rêve? Si je devais, c'est déjà gagner un trophée dans la région où je suis. J'aimerais bien gagner une Coupe d'Asie. Et puis, bien sûr, comme j'y suis pour ce challenge, de me qualifier pour une deuxième Coupe du Monde. Et puis, un jour, revenir sur le continent africain et gagner une troisième Coupe d'Afrique. Ça serait, voilà, ça serait quelque chose de… Ça fait beaucoup. Certainement que ces trois choses ne se réaliseront pas, mais peut-être que s'il y en a déjà une qui se réalise, ça serait fabuleux. Et puis, on verra bien ce qui arrivera. Je vais tout donner, en tout cas, pour finir le mieux possible. Et puis, comme on dit où je suis actuellement, Inch'Allah. Bon Ramadan à tous les musulmans, d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent. Du coup, pour finir, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, un mot général de conclusion, je sais pas, une chose à dire? Juste une petite anecdote qui va le faire sourire si jamais il écoute l'interview. Lorsque je suis de passage à Lille en 2015, j'ai la chance, mon adjoint d'aujourd'hui, qui est Laurent Bonadi, qui a été formateur au Paris Saint-Germain, m'avait conseillé de prendre Moussa Dembélé. Donc j'ai envoyé les recruteurs de Lille et puis ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Je serais gentil en disant ça, ils ne l'ont pas pris. À l'époque, c'était 2-3 millions d'euros, je crois. Ils ne l'ont pas fait. Et moi, j'ai pris la porte. Mais aujourd'hui, Moussa Dembélé, c'est un des meilleurs buteurs du championnat de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je le félicite pour sa carrière. Et puis, c'est dommage que je n'ai pas eu la chance de l'avoir sous ma coupe à Lille. Peut-être que ça aurait changé des choses. C'était juste une petite anecdote, puisque vous êtes de grands supporters de l'Olympique Lyonnais. Bonne chance à l'Olympique Lyonnais, mais aussi à l'AS Saint-Etienne pour la saison prochaine, la finale de la Coupe de France, si ça a lieu. Et pour finir, un petit salut, juste pour finir le mot de la fin à Wendy Renard, qui est une amie. Et comme il y a le fanion, le grand logo de l'Olympique Lyonnais derrière, je pense qu'elle est une des plus grandes ambassadrices de ce club. Et félicitations pour tous les titres qu'elle a obtenus, tout ce qu'elle a fait et pour son caractère. Parce qu'on se rejoint sur certains points. Elle a un caractère assez fort et elle sait ce qu'elle veut et je la félicite. À bientôt. Parfait. Merci beaucoup, Hervé. Ouais, merci beaucoup. Oui, il faut garder sa foi. Après, on ne peut pas tous aller tout en haut. Hein. J'aurais aimé être Jürgen Klopp, mais c'est pas possible pour tout le monde. Ou Didier Deschamps, c'est pas possible pour tout le monde, mais l'important, c'est d'aller au bout de ses rêves. Au revoir. Merci beaucoup, Hervé.